Bonjour tout le monde et on s'excuse pour ce petit désagrément. Et ça me fait plaisir d'être parmi vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cancer du col, à part que malheureusement que c'est un cancer qui est très très préoccupant, surtout comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre cher continent. Donc c'est le deuxième cancer de la femme dans le monde et au Maroc, avec quelques 3500 cas par an, par exemple en France. Le carcinome épidermoïde est le type le plus fréquent. Excusez-moi de vous Oui. interrompre, professeur, mais vous n'êtes pas en plein écran. Ah, d'accord, pardon. Oui. Le carcinome épidermoïde, c'est le type histologique le plus fréquent. Et comment c'est important de savoir le type histologique parce que c'est de là que découle notre thérapeutique. Quoique ces dernières années, on voit de plus en plus d'adénocarcinomes. Et donc, j'incite nos chers confrères et consoeurs, c'est à chaque fois qu'on fait, par exemple, un frottis, et surtout que lorsque la patiente elle se présente avec des saignements inexpliqués, que le frottis revient toujours normal, toujours penser à faire un curetage de l'endocolle. Et croyez-moi, on a souvent des surprises et on se retrouve avec l'adénocarcinome qu'on commence à retrouver de plus en plus. Et là, ça impacte également la thérapeutique, vu que l'épidermoïde, par exemple, il marche beaucoup plus, il répond beaucoup plus à la radiothérapie, alors que l'adénocarcinome, c'est surtout la chimiothérapie. Donc, c'est très important d'éliminer un adénocarcinome associé de l'endocolle. Donc l'infection, c'est 99 bon, c'est le l'HPV. Donc quoique il y a d'ailleurs j'avais publié un cancer du col qui n'était pas HPV dépendant où la thérapeutique était complètement différente et c'était plutôt un carcinome papillaire non HPV dépendant, mais il faut retenir quand même que c'est l'HPV, c'est le plus fréquent et c'est le mode le plus, disons, le plus pathogène. Donc, et l'histoire, elle est bien connue. Bon, l'histoire naturelle, fort heureusement, c'est un cancer qui se développe très, très, très lentement. Quoique il y a des formes très agressives et très agressives, on se retrouve parfois avec des patientes dans leur trentaine qui viennent avec des stades très avancés. On se demande quand est-ce qu'elles ont pu développer leur cancer, mais il faut retenir la majorité, c'est que ce cancer, il se développe très lentement, ce qui nous permet, nous, de le dépister assez précocement et surtout de le prévenir assez précocement. Et bien sûr, toujours dans il faut insister sur le fait que le dépistage passe également ou la prévention passe également par la vaccination, ce qui est le mode actuel maintenant de prévenir, tout en sachant que la vaccination ne dispense pas d'un frottis annuel ou tous les 3 ans. Donc, il représente 437 000 nouveaux cas par an. Donc, avec quand même 23 000 décès, c'est lourd, c'est lourd. C'est le second cancer le plus fréquent, bon, après le cancer du sein, 10% des cancers féminins. Quoique, par exemple, dans les pays industrialisés, ça recule dans la septième place, avec le cancer du poumon qui s'installe chez les femmes actuellement comme quatrième cancer. Donc, mais toujours dans notre contrée, donc c'est plutôt le deuxième cancer. 80% malheureusement, ça apparaît dans nos chers pays. Et voilà, on voit un peu la disposition. On voit que, par exemple, on a une large présence du cancer du col dans notre cher continent. Le principal facteur de risque, c'est l'HPV, surtout l'HPV 16 et 18, 31, 32, d'où justement les vaccins qui sont présents sur le marché avec les bivalents, les trivalents et maintenant les vaccins non avalents, donc qui couvrent quand même 9 génotypes de l'HPV. Donc ça permet un peu de couvrir les différentes et ça permet d'éradiquer le cancer du col, comme a dit mon ami Madame Grasse, Docteur Grasse, c'est que justement le but c'est d'éradiquer en totalité le cancer du col. D'ailleurs, il y a des pays qui s'y sont arrivés, par exemple l'Australie avec leur large vaccination. Plusieurs étapes, mais éradiquer plutôt les cancers invasifs, donc et non pas les états précancéreux. Donc l'éradication est possible des cancers invasifs grâce à la vaccination et grâce à un dépistage de masse et un dépistage justement bien ficelé. Plusieurs étapes sont nécessaires au développement. Donc, ça commence toujours par une dysplasie, ou plutôt par une infestation HPV, dysplasie épithéliale,
passe par l'in situ et puis par la suite par l'invasif. Il faut dire que c'est une langue historique d'évolution et donc ce qui nous permet d'agir à un certain moment où le médecin doit agir, soit par le dépistage, soit par le traitement des premières lésions pré-invasives ou pré-cancéreuses, mais surtout pas éviter d'arriver au cancer invasif où les traitements deviennent un peu plus lourds. Donc, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que toutes les femmes présentant une infection HPV ne développent pas forcément une lésion cervicale. Il faut savoir que les femmes vivant avec l'HIV, ils ont un risque multiplié par 3, que la couverture, malheureusement, du dépistage reste très basse, même chez les patientes atteintes d'HIV, et l'accès, malheureusement, à la radiothérapie, il reste limité. En 2021, on n'a que 420 machines dans le monde, ce qui est peu. Et malheureusement, la plupart de ces machines sont présentes surtout au niveau des pays industrialisés, ce qui laisse un grand problème par rapport à la prise en charge du cancer du col, qui est très très radiosensible, fort heureusement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de faire d'énormes avancées dans le traitement des cancers du col, parce que maintenant la radiochimiothérapie première, elle nous permet de rattraper même ces lésions invasives et de traiter ces cancers très évolués. On a eu d'ailleurs de très bons résultats dans les différents, c'est-à-dire prises en charge. Professeur, nous n'arrivons pas à vous entendre. Oh. Oui, donc le dépistage idéal, c'est réalisé par une technique simple, c'est le frottis cervico-utérin, bon, dénominé auparavant frottis cervico-vaginal, donc c'est le frottis cervico-utérin. Le traitement, il repose sur l'association chimio-radiothérapie concomitante pour les lésions avancées. Et il faut savoir quand même qu'on a une survie entre 85 et 90% lorsqu'on est dans des stades précoces, notamment les stades moins d'un stade 1B, et que ça passe malheureusement à 5-15% quand on est lors des stades avancés. Donc, pourquoi le dépistage? Parce que comme vous voyez ici sur ce tableau, donc une simple infestation par l'HPV, on a une régression quand même de 80%. Donc, il y a 15% de ces infestations HPV qui vont persister et uniquement 5% de progression en CIN3. Contrairement, par exemple, si on se retrouve sur le frottis avec un CIN3, donc on a 32% de régression contre 80%. La persistance, quand même, elle est de 56% et ça va évoluer à l'invasion dans 12% des cas. Donc, vous voyez que, par exemple, si on agit à ce niveau-là, lors des CIN1, si on traite déjà, par exemple, par une conisation ou par les traitements laser, on évite quand même d'aller à l'invasion, parce que déjà avec un CIN1, l'invasion, c'est uniquement 1%. Et donc, c'est très important d'agir au cours des lésions précancéreuses. Et ce qui nous permettra bien sûr d'agir, c'est de faire des frottis et de se faire dépister. Donc toujours bon, bon un petit rappel, donc on sait bon le col utérin, c'est on a le corps, le col. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, bon le frottis cervico-utérin, c'est important de prendre la zone de jonction parce qu'un frottis qui prend que l'exocole, c'est un frottis incomplet. On peut toujours rater vu que les cancers se développent souvent au niveau de la zone de jonction. Donc, il faut vraiment insister à faire un frottis donc, qui englobe cette zone. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de faire des curetages de l'endocole parce que malheureusement, on a une augmentation des taux d'adénocarcinome. Ce qui est important aussi, c'est par rapport aux patientes âgées, aux patientes ménopausées. Donc, c'est très important de préparer ces patientes
avec des œstrogènes locaux parce qu'on a souvent un col aspiré et que l'aspiration de col, le col aspiré ne nous permet pas d'atteindre cette zone de jonction. Et donc, quand on prépare pendant une dizaine ou une vingtaine de jours auparavant, ça nous permet d'exposer cette zone de jonction et donc le frottis serait plus performant et on aura plus les résultats sont plus probants. Donc voilà, donc c'est toujours cette zone, comme on a dit, de jonction qui est importante entre le milieu endocervical qui est plutôt glandulaire et le milieu épidermoïde et plutôt de pavimenteux. Donc c'est important, c'est cette zone de jonction. Et comme on a compris, donc lorsque la patiente est jeune et surtout après les accouchements, la zone de jonction elle est très visible et parfois avec les ectropions, elle est plutôt externe, mais chez les patientes ménopausées, elle devient plus intériorisée et on a du mal à l'atteindre parfois dans quelques frottis. Donc c'est très important, comme j'ai dit, de préparer les patientes avec des œstrogènes locaux avant de faire les frottis chez les patientes ménopausées. Donc les facteurs de risque, donc l'infection au papilloma, donc c'est une liste exhaustive ici, mais il y a beaucoup plus de virus oncogènes. Donc l'immunodépression avec la corticothérapie, le diabète, l'HIV, comme on a dit, qui multiplie par 3 le risque d'invasion. L'activité sexuelle avec les partenaires multiples, les rapports fréquents, la multiparité aussi, parce qu'il y a tout ce qui agresse en fait le col peut entraîner des lésions et peut entraîner par la suite une persistance de l'HPV si on a infestation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est pratiquement toutes infectées par l'HPV. C'est le fait sauf que la plupart, bon, il élimine, c'est celle chez qui ça persiste, c'est là où il y a l'invasion. Et donc, quand on a des facteurs de risque associés, ça permet de laisser persister cet HPV et et d'évoluer vers les lésions et d'évoluer vers le cancer. Et d'où justement l'importance de traiter même les facteurs de risque ou plutôt de prévenir les facteurs de risque aussi. Le tabagisme chronique, bon, il multiplie par 4 le risque d'invasion. La multiparité, ça on l'a dit, et le niveau socio-économique bas, c'est ce qui explique un peu une évolution de plus en plus dans les pays en voie de développement. Donc, comme on a dit là, donc ça c'est que les facteurs, vous voyez. Donc, on a généralement avec les infections sexuellement transmissibles aussi. Donc, vous avez par exemple le chlamydier, les immunosuppresseurs, les facteurs nutritionnels, et donc c'est ce qui fait que cette association avec ces facteurs de risque peut développer vers le cancer du col. Donc voilà, donc toujours on a une bonne clearance quand on a dit que lorsqu'on a une infection HPV sur un épithélium normal, donc la clearance, on n'a pas de lésion pratiquement dans plus de 80%. Donc, lorsqu'on a persistance de l'HPV et surtout lorsqu'on a des cofacteurs, donc soit le virus, herpès, chlamydier ou bon, chlamydier c'est pas un virus, c'est bactérie. Donc voilà, le tabac, les hormones, la parité. Donc on a l'évolution vers le CIN1, le CIN2, le 3, puis le cancer. Et fort heureusement, contrairement au cancer du sein où par exemple il n'y a pas une vraie évolution naturelle, pour le cancer du col, c'est une évolution assez progressive vers l'invasion. Donc, le tabagisme, on insiste dessus. Donc, pas éviter le tabac tant qu'on peut. Donc, voilà, toujours bon, dans le même sens. Bon, quel est l'aspect qu'on a généralement? Donc, ça, c'est l'aspect visuel. Donc, c'est généralement une tumeur bourgeonnante, ulcérée, infiltrée, indurée. Et comme on a dit, les carcinomes épidermoïdes, ça représente quand même 85 à 90%. Les adénocarcinomes, on est en augmentation à 10-15%. Bon, probablement, c'est dû aux facteurs environnementaux qui ont fait qu'il y a une progression de cet adénocarcinome, vu que c'est des cancers plutôt glandulaires. Donc, ce qu'il faut insister dessus, c'est surtout lorsqu'on a une tumeur bourgeonnante, et malheureusement, on le voit, lorsqu'on a une tumeur, un col tuméfié, il faut surtout pas de faire un frottis. Parce que lorsqu'on fait un frottis, on ne prélèvera que des cellules superficielles et il y a des fois où on se retrouve avec un frottis normal alors que c'est une tumeur. Donc, toute tumeur, il faut plutôt la biopsie. Pas loin qu'hier d'ailleurs, j'ai reçu une patiente c'était plutôt une récidive d'un cancer du col traité en 2014. Et là, elle me revient avec une énorme tumeur. Et bon, c'est le radiothérapeute qui l'envoie. On lui a fait un frottis qui revient normal. Mais bien sûr, devant une tumeur, c'est la biopsie qui prime, c'est pas le frottis. Le frottis, on le fait sur un col d'aspect normal. Tout col d'aspect atypique, c'est plutôt la biopsie et non pas le frottis. Bon, c'est-à-dire, sauf pour un col rouge, là, on peut faire un frottis. Mais un col ulcéré, tuméfié,
pas de frottis, s'il vous plaît, c'est plutôt la biopsie. Donc voilà, donc c'est pour l'évolution histopathologique. Donc vous voyez, donc un épithélium normal et puis la progression de la lésion au-dessus de la membrane basale jusqu'à un peu envahir la membrane basale et c'est là où on est dans le cancer invasif. Donc là, dans l'in situ, puis on passe à l'invasif et c'est là où justement intervient le chirurgien ou le chimiothérapeute. Donc le diagnostic, bon, c'est généralement toute métrorragie post-coïtale. Il faut penser au cancer du col, penser aux lésions cervicales et aller faire des frottis. Tout le corps jaunâtre, surtout lorsqu'on a par exemple des patientes, patientes ménopausées. Les patientes ménopausées, il faut absolument aller chercher la cause parce qu'une patiente ménopausée, par exemple, n'a pas le droit de faire de leucorrhée. Donc, allez penser bien sûr au cancer de l'endomètre en premier parce que c'est le plus fréquent chez la patiente âgée, mais il faut aller explorer le col et faire un bon frottis, comme on a dit, donc toujours en préparant la patiente par des oestrogènes. Des douleurs pelviennes, fessières ou lombo-sacrées pour les cancers surtout invasifs ou les cancers justement développés. Les troubles urinaires ou rectaux et sont retrouvés justement dans les cas avancés. Donc, donc vous voyez ici, on a plutôt une dilatation piélocalicielle suite à une compression cervicale, ici une compression paramétriale. Et malheureusement, là, c'est les stades un peu avancés où il faut commencer par la radiochimiothérapie première et la chirurgie se passera par la suite, ça dépend des indications. L'examen physique, donc comme j'ai dit, une lésion ulcérée ou bourgeonnante, saignant au contact. Donc on a les développements, parfois les lésions à développement endocervical qui peuvent passer inapparentes, c'est l'aspect de col en barilé comme on dit. Donc parfois lorsqu'on a des leucorrhées, lorsqu'on a des saignements, donc, et on fait notre spéculum, on retrouve rien, allez faire votre toucher vaginal. Parfois, on se retrouve avec un col vraiment tuméfié à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le col barilé. Et là, insister sur faire un curetage de l'endocol. Voilà, donc c'est un aspect un peu, donc c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on voit, donc par exemple dans notre examen quotidien. Donc, prière, ne pas faire de frottis sur ces lésions-là. Donc, le frottis cervico-utérin, c'est l'outil le plus efficace pour dépister les cancers du col. Bon, je vais parler par la suite, bon, à la fin de l'expérience du Maroc, bon, pour un autre outil de dépistage. Donc, c'est l'IVA, j'imagine vous le connaissez. Donc, deux frottis à un, en fait, il faut faire deux frottis à 1 an d'intervalle au début. Bon, les deux frottis à 1 an d'intervalle, c'est surtout pour éviter toute erreur technique ou erreur de prélèvement ou erreur technique biologique, c'est-à-dire du laboratoire. Et si les deux sont bons, c'est un frottis tous les 3 ans. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est l'évolution est lente qu'on se permet ce type de surveillance. Généralement, le frottis se fait de 25 à 65 ans. Pourquoi? Parce qu'avant 25 ans, il y a très rarement justement de lésions invasives. Après les 65 ans, il y a une diminution du taux de cancer du col. Il doit être bien sûr réalisé en dehors de la période des règles, 48 heures après un rapport sexuel et après un traitement d'infection sexuelle. On a la colposcopie avec biopsie. Bon, maintenant, c'est lorsqu'on a des lésions au niveau du frottis, il faut faire la colposcopie. Et la colposcopie, en fait, c'est un agrandissement de 40 fois la taille de la lésion. Et donc, ça nous permet de visualiser le siège de la lésion et d'aller faire des biopsies dirigées au niveau de la lésion décrite. Donc, il arrive parfois que le frottis et la colposcopie soient en échec devant un cancer du col à développement endocervical, d'où je ne cesserai de le dire. Et croyez-moi, j'ai eu des surprises où on a un col d'aspect complètement normal et lorsqu'on fait le curetage de l'endocol, on se retrouve avec un cancer endocervical. Le diagnostic, là, bon, j'ai écrit hystéroscopie complétée de biopsie dirigée, mais comme j'ai dit, bon, dans un cabinet, bon, pas tout le monde dispose d'un hystéroscope. Il suffit d'avoir une curette, une canule ou la canule de Novak, où on peut faire, ou parfois il y a des canules qui sont beaucoup plus fines, où on peut faire juste un curetage de l'endocol. Ça nous permettra de diagnostiquer ces cancers à temps. Donc voilà, la biopsie, c'est un geste simple, donc il suffit de disposer d'une pince à biopsie et d'aller couper direct dans la tumeur.
Voilà, donc, et multiplier un peu les prises, comme ça, on ne passera pas en zone superficielle. Il faut que les biopsies soient un peu plus profondes, parce que, comme j'ai dit, lorsque les tumeurs sont fortement bourgeonnantes, ça nous arrive de prélever uniquement la zone nécrosée et on se retrouve avec un examen anapathe qui n'est pas concluant. La conisation, donc ça, lorsqu'on est devant une lésion, c'est-à-dire déjà on est devant une CIN3 ou un carcinome in situ, la conisation, c'est un diagnostic aussi. C'est bon, c'est diagnostic et thérapeutique à la fois. Donc ça nous permet de prélever la lésion et puis parfois de chercher un cancer associé parce qu'on peut se retrouver avec un CIN2 au niveau externe, au niveau superficiel, et avec un in situ ou avec un petit invasif en profondeur. Et donc la conisation, c'est un moyen diagnostique et thérapeutique à la fois. Donc l'imagerie, on demande, bon, une fois on diagnostique le cancer, il faut demander une IRM pelvienne surtout, qui est le bilan d'extension le plus performant parce qu'il nous indique, là, il permet avec précision de donner la taille tumorale, surtout parce que c'est important. Par exemple, pour les tumeurs inférieures à 4 cm, on peut toujours proposer un traitement chirurgical, quoique maintenant on a baissé à 2 cm. Et au-delà, et là, l'IRM, elle nous donne presque avec précision la taille précise et bien sûr l'extension paramétriale, l'extension aux organes de voisinage. Donc, vous voyez, bon, un type de cancer là où on a un peu une évolution vers la face postérieure de la vessie et ça évolue également vers les paramètres. Donc, la classification, bon, c'est une classification récente de la FIGO. Donc là, bon, l'atteinte ganglionnaire, ça c'est pour le traitement parce que bon, pour le curage iliaque, c'est important et ça fait partie du traitement du cancer du col. Et là, c'est une plaque qui nous montre pour l'atteinte ganglionnaire et pour montrer également que l'évolution, fort heureusement, du cancer du col, elle est lente et que même au niveau régional, ça tarde à venir. Vous voyez, par exemple, avec les stades 1, on a moins de 1% ou plutôt moins de 8% pour les stades 1 et 2 d'atteinte ganglionnaire, ce qui nous permet justement d'agir bien avant l'extension régionale. On a parlé des facteurs de risque tout à l'heure, donc voilà. Donc le traitement pour le cancer du col, donc c'est la chirurgie première ou de clôture, soit une chirurgie première lorsqu'on est devant des stades précoces ou la chirurgie de clôture lorsqu'on est dans des stades d'envahissement importants, c'est-à-dire dans les stades 3 et 4. Bon, la chirurgie de clôture maintenant, elle est vraiment discutée, quoique je suis une adepte de la chirurgie de clôture, parce que, par exemple, comme je vous ai dit, rien qu'hier, j'ai une patiente qui a récidivé après soi-disant traitement complet par radiochimiothérapie seule. Et là, elle revient avec une récidive et j'en vois énormément. Moi, je suis beaucoup plus pour la chirurgie de clôture. Je trouve que ça diminue un peu le taux de récidive. Donc, voilà. Donc là, par exemple, bon, c'est une chirurgie que j'avais fait pour les moyens thérapeutiques à la chirurgie célioscopique. Et là, c'est une patiente que j'avais opérée par célioscopie. D'ailleurs, c'est une gentille dame que j'adore. C'est une Gabonaise dont j'ai opéré les trois sœurs. Donc, les trois sœurs, malheureusement, étaient avec un cancer du col. Malheureusement, pour la petite jeune, la dernière, elle est trois, en fait, elles sont venues avec un cancer invasif, avec un stade 4. Et on a fait la radiochimio première, ça c'est la grande sœur. Elle a bien répondu, on l'a fait par célioscopie. La deuxième, la même chose. La plus jeune, malheureusement, on était donc en période de Covid et elle est partie au pays. Bon, alors, on a eu un retard de prise en charge et elle en est décédée malheureusement 3 ans par la suite. Et bon, mais c'est des sœurs que j'adore, avec qui j'ai toujours le contact. C'est important de traiter et de traiter correctement et surtout, comme j'ai dit, par exemple, pour les stades précoces, agir rapidement ou idéalement, c'est d'agir au stade des lésions précancéreuses. Lorsqu'on est devant un stade invasif, c'est la radiochimio première et la plupart du temps, on a de bonnes réponses, fort heureusement, et complétée par une chirurgie de clôture, ça ne peut que permettre. Vous voyez, ce qui est important en chirurgie du col, c'est laquelle on insiste, c'est surtout surtout bon, la tranche vaginale. C'est très important d'avoir une grande tranche vaginale. C'est ce qui évite les récidives. Et bien sûr, les paramètres, là aussi, c'est important. Donc, c'est une chirurgie lourde, mais lorsqu'elle est bien faite, ça permet d'éviter les récidives. On a beaucoup de jeunes femmes maintenant, comme je dit, il y a
un terrain d'agressivité particulière quand on en a parlé pour l'histoire naturelle. On a dit qu'il y a une histoire naturelle qui est un peu progressive, mais on a vu des patientes chez lesquelles la maladie elle était tellement agressive qu'on a vu des patients dans leur trentaine. Et là, il faut vraiment aller le plus loin possible côté chirurgical parce que c'est des patientes qui ont une longue durée de vie devant elles et il faut assurer une vie sans fertilité qui nous vient à l'esprit. Donc, il y a multiples séries, donc des expériences rétrospectives. On peut faire, mais là, ça dépend du stade. Bon, malheureusement, la préservation de la fertilité, on ne peut la proposer que chez les patientes qui ont des stades précoces. Bon, je parle de la fertilité, c'est-à-dire féminine elle-même, avec conservation de l'utérus. Quoique, par exemple, on peut proposer également des cycles de FIV pour conserver ses ovocytes, mais là, c'est pour utiliser des mères porteuses par la suite. Mais je parle des traitements partiels. Donc, on peut indiquer les trachélectomies radicales vaginales, donc où on fait l'exérèse uniquement du col, mais toujours insister sur une bonne tranche vaginale. Conisation simple, trachélectomie radicale, abdominale, mais ça dépend, comme j'ai dit, il faut que ce soit des stades vraiment précoces. Donc voilà, donc par exemple là on voit la tumeur. Donc ici par exemple dans ce cas-là, on peut vraiment pas faire une trachélectomie. Bon, la lésion elle est un peu développée, on est pratiquement dans les stades 2, donc les stades 2B, donc il est normalement éviter de faire tout traitement, toute chirurgie conservatrice parce que c'est la vie de la femme qui en découle par la suite. Donc la radiothérapie, c'est l'élément, bon, c'est le moyen thérapeutique maintenant qui nous accompagne le plus et qui nous a permis de faire des prouesses chirurgicales parce que, croyez-moi, bon, dans mes débuts de formation, on avait travaillé dans un service où il n'y avait pas de radiothérapie, on opérait les stades très avancés parce qu'on n'avait pas autre chose que d'aller vers la chirurgie. La radiothérapie la plus proche, c'était à 300 km de distance et que les patientes, on les perdait de vue lorsqu'on les proposait d'aller ailleurs pour faire leur radiothérapie. Et on avait beaucoup moins de bons résultats à l'époque avec des chirurgies délabrantes parce que quand on passe en plein paramètre ou quand on passe limite avec le paramètre, c'est soit le risque de récidive, c'est soit le risque de progression tumorale rapide. Donc maintenant, avec la radiothérapie, ça nous a permis euh, soit de réduire complètement ou parfois avec disparition complète de la tumeur, et c'est la chirurgie de clôture par la suite, soit au moins de réduire la taille et on y va de façon plus large en chirurgie. Ça nous permet d'aller plus large côté paramètre et plus large côté tranche vaginale. Donc voilà, bon, pour la curithérapie aussi, qui est un élément important. Donc les indications, vous voyez, bon, lorsqu'on est dans des stades 1B, 2B, c'est-à-dire avec des tailles inférieures à 4 cm, pas d'envahissement ganglionnaire, pas d'envahissement paramétrial, donc on n'a pas vraiment de standard, on a trois options. Soit le traitement chirurgical avec curage ganglionnaire, et si N+, on fait l'irradiation, soit une irradiation exclusive plus curithérapie et si la tumeur persiste, on fait une hystérectomie dans un délai de 6 à 8 semaines, soit une association radiochimiothérapie et si N positif, on fait une irradiation. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi toujours je suis bon, chirurgienne, je suis une adepte de la chirurgie, ça permet de réduire un peu plus les récidives. Là, pour les autres, bon, quand on a une taille plus de 4 cm, toujours dans les 1B, 2B proximaux, c'est la radiochimiothérapie première, avec chimio comportant obligatoirement de la cisplatine, et en option, une hystérectomie complémentaire avec un délai de 8 semaines en cas de mauvaise réponse, surtout si la tumeur est supérieure à 4 cm. Soit, bon, pour les stades avancés avec les stades 3 et 4A, là aussi, c'est radiochimiothérapie concomitante avec en option chirurgie complémentaire et irradiation lombo-aortique. Les complications, donc toujours comme pour toute chirurgie, il y a des complications. Donc on a des complications périopératoires 12%, donc des plaies vasculaires, des plaies vésicales utérines, pardon, urinaires, des plaies digestives. Mais avec le temps, c'est-à-dire c'est
Ça a aussi un rapport avec l'expérience du chirurgien. Plus on fait de col, de cancer du col, moins on en a. Et bien sûr, il faut choisir également ses patientes. Par exemple, il ne faut pas aller opérer des patientes pour lesquelles, normalement, une indication radiochimio s'impose, c'est-à-dire les stades avancés où la radiochimio première est nécessaire. Et ça nous évitera justement ces complications périopératoires. Les complications post-opératoires, là, c'est le trouble de la vidange vésicale. Surtout, comme j'ai dit, c'est une chirurgie où il faut décoller la vessie au maximum pour aller prendre une bonne tranche vaginale, ce qui parfois entraîne des dénervations et ça peut entraîner ces troubles de la vidange, mais ils sont rapidement, la patiente, elle reprend par la suite, il n'y a aucun souci là-dessus. Un syndrome occlusif, des lymphocèles et les risques thromboemboliques. Donc là, les lymphocèles, c'est une complication assez fréquente. Bon, il faut dire que les lymphœdèmes, on les voit rarement, même avec contrairement par exemple au sein, même avec des chirurgies des chirurgies avancées au niveau du carrage ganglionnaire. C, donc ces lymphœdèmes, on en voit de moins en moins en tous les cas. Pardon, donc voilà, ça c'est le lymphocèle. Il y a les abcès post-opératoires aussi. Il y a les complications radiochirurgicales. Bon, c'est surtout les patientes qui reviennent souvent pour des douleurs intestinales, pour des problèmes de constipation, mais en fait, c'est des complications qui régressent avec le temps. Pour l'impact sur la fertilité, donc en cas de chirurgie conservatrice, d'ailleurs, on a eu quelques expériences à l'hôpital Mohamed VI où on a fait justement juste une trachélectomie avec une patiente qui a quand même pu mener une grossesse jusqu'à 33-34 semaines. On a fait un cerclage parce que quand même trachélectomie, bon, on enlève tout le col, donc on a pu quand même avoir une grossesse jusqu'à 34 semaines avec un bébé qui a bonne santé par la suite, une hospitalisation un bébé par la suite, mais c'est pas le plus fréquent, c'est pas l'indication la plus fréquente qui se pose. Pensez toujours, comme on a dit, à un prélèvement d'ovocytes et à conservation de ces ovocytes, un cycle avant, par exemple, avant la chirurgie ou avant la radiothérapie. Les troubles de la sexualité, comme j'ai dit que c'est des jeunes, malheureusement, j'en ai un bon nombre de femmes. Donc, c'est vraiment gênant. C'est la sécheresse vaginale, surtout avec la curithérapie qui entraîne une symphyse complète du vagin et un vagin qui devient complètement cartonné. Il y a des moyens proposés par les injections de PRP, ça donne des résultats. Le laser vaginal, bien sûr, tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est crème hydratante à l'acide hyaluronique, ça permet d'améliorer un peu cette sécheresse vaginale. Parfois, c'est le problème de la curithérapie qui nous donne une symphyse complète. Et là, il y a des femmes chez qui on a procédé par des petites dilatations aux bougies de Hegar et jusqu'à obtenir justement un vagin assez acceptable. Les troubles de la statique pelvienne, bon, pas fréquemment, on les voit pas fréquemment parce que tout simplement la chirurgie avec la radiothérapie, elle donne une fibrose et tout ce qui est fibrose entraîne une rétraction beaucoup plus importante de ces organes. Donc ça, c'est pour parler du pronostic. Idéalement, c'est de prendre les patientes à ces stades-là et c'est le rôle du dépistage et de ne pas arriver à ces stades où même tout traitement devient un peu tardif. La surveillance, bien sûr, repose sur l'examen clinique, le frottis et l'imagerie n'ont pas démontré leur efficacité, donc surtout l'examen clinique, avec bien sûr un bon toucher vaginal pour examiner la tranche, parce que la plupart des récidives, malheureusement, ils se retrouvent au niveau de la tranche vaginale. Bon, aucun rythme n'a été officiellement arrêté, mais il faut demander à la patiente une consultation tous les 4 mois pendant les 2 premières années, puis tous les 6 mois pendant les 3 années d'après, et puis un an une fois par an. Il faut insister sur les programmes de dépistage, c'est surtout, comme on a dit, il faut prévenir les lésions invasives. Et donc là, les programmes de dépistage, ils ont démontré une nette réduction du cancer du col, surtout dans les pays où le dépistage il est obligatoire, c'est un dépistage de masse, toutes les patients de 25 à 65 ans. Oui, malheureusement, bon, c'est-à-dire là pour les pays qui se sont permis, c'est que il y a des centres de frottis qui sont à côté. Maintenant, le problème qui se pose, c'est dans les pays où le frottis il devient difficile, où les laboratoires d'anapath ils sont peu nombreux et il faut aller au centre,
dans les villes un peu, bon, dans les grandes villes pour assurer un bon frottis. Et donc, ça devient un peu plus laborieux de faire des dépistages chez tout le monde. Le taux de couverture chute en dessous de 50%. C'est-à-dire même avec un dépistage, même dans les pays où il est obligatoire, les patientes, elles commencent à se laisser aller après 50 ans. Et c'est ce qui entraîne justement l'apparition de ces cancers après la cinquantaine. Malheureusement, entre 51 et 83% des cancers du col apparaissent chez les patientes qui ont un défaut de dépistage. Donc, quand le dépistage est bien fait, il est estimé à un frottis, comme on a dit, tous les ans, tous les 3 ans, bien sûr, avec les premiers à un an d'intervalle. On a démontré que lorsqu'on fait un frottis à un an d'intervalle, on est à 93% de réduction du cancer du col. Pareil, jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire on est à 91%. À partir de 4 ans, bon, il y a plus de risques de développement du cancer. Donc, c'est ce qui nous permet un frottis tous les 3 ans est largement suffisant. Mais à condition, comme j'ai dit, les 2 premiers frottis doivent être faits à un an d'intervalle pour éviter toute erreur technique, soit de la part du préleveur, qui est le gynéco ou le médecin, l'omnipraticien, ou de la part justement du biologiste, de l'anatomopathologiste qui fait la lecture. Voilà, donc l'estimation de l'incidence, on a dit c'est 2,53 par 100 000. Là, pareil. Donc les dépistages, pourquoi de 25 à 65 ans? Parce que tout simplement, avant 25 ans, pas avant 25 ans, la majorité des lésions vont régresser. Parce qu'il y a moins de facteurs de risque à cet âge-là, sauf qu'il y a le risque justement de rapports fréquents. Donc, et puis que le risque est très faible de cancer du col à 25 ans et le cancer dizaine d'années en passant d'un stade précancéreux. S'il n'y a pas d'anomalie, donc s'il n'y a pas d'anomalie, on fait une cytologie à 12 mois, sauf si la patiente est là au-delà de 30 ans, où on peut réaliser un test HPV. Oui, ça, on va en parler pour le test HPV. Si maintenant, donc, elle n'a pas fait c'est-à-dire les frottis antérieurs à un an d'intervalle. Donc, on fait une cytologie à 3 ans. Pardon, si elle a pas, c'est-à-dire si les frottis ne font pas fait un an d'intervalle, on refait une cytologie à un an. Si maintenant ils sont faits, c'est-à-dire les 2 frottis à un an d'intervalle ont été faits, et puis celui-là c'est le deuxième et qu'il n'y a pas de lésion, donc on fait une cytologie à 3 ans, sauf si elle a au-dessus de 30 ans, on réalise un test HPV. Il faut dire que maintenant les recommandations françaises ou les recommandations européennes, on demande souvent un test HPV après l'âge de 30 ans, donc il est indiqué après la trentaine. Le problème du test HPV chez nous, en tous les cas, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Nous, quand on demande malheureusement le test HPV, d'abord, il est cher. Et puis, lorsqu'il nous revient positif, il y a en fait, on n'a pas beaucoup à proposer à la patiente. Bien sûr, il faut faire la colposcopie. Et lorsqu'on retrouve une colposcopie qui est négative, on ne sait pas quoi dire à la patiente parce que lorsqu'on a un test HPV positif, bien sûr, il faut faire, ça indique juste un frottis tous les ans. Mais le problème, c'est que la patiente, elle devient psychologiquement, bon, c'est difficile de la gérer psychologiquement, mais il y a parfois, ça crée des problèmes au niveau du couple. Donc, ce test HPV, lorsqu'il est négatif, tant mieux, mais lorsqu'il est positif, il n'y a pas de... Bon, et bien sûr, comme j'ai dit, il faut faire une colposcopie. Et lorsqu'il n'y a pas de lésion, ça nous incite juste à faire des frottis une fois par an. Mais il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement à proposer à la patiente. Et c'est la patiente qui devient de plus en plus stressée. Donc, voilà. Donc, c'est les recommandations. On ne sait pas s'il faut le faire. Surtout que le frottis, il arrive déjà à dépister. On a en cas maintenant d'ascus. Donc, si on a des ascus, donc c'est-à-dire c'est des cellules non identifiées, c'est-à-dire c'est des cellules
Bon, les astuces d'ailleurs, par exemple pour les anapathes, faut savoir que si ils font la lecture en fin de journée, vous allez voir plus d'ascus, c'est-à-dire plus l'anatomopathologiste est fatigué, plus il vous répondra ascus. Donc c'est juste des cellules non identifiées, c'est des cellules, on ne comprend pas leur origine. Et donc là, en cas d'ascus, soit on fait un test HPV, et s'il est négatif, donc on retombe sur la cytologie à 3 ans. S'il est positif, allez faire une colposcopie. Bon, quoique, ce qu'on fait nous, c'est ascus, on part direct à la colposcopie ou on fait un frottis dans les 6 mois. Bon, c'est les anciennes recommandations. Donc, on stick toujours aux anciennes recommandations, c'est-à-dire ascus, soit frottis dans les 6 mois, soit colposcopie. Quand on a des lésions de bas grade ou des lésions de haut grade, bon, elles se cachent hautement des cellules hautement suspectes. Donc là, colposcopie avec biopsie s'il y a anomalie. Et selon la biopsie, on va décider, justement, ça dépend, soit c'est un in situ, soit toujours c'est des caches. Et donc là, la décision, s'il y a pas de lésion, c'est-à-dire fortement cancéreuse, on passe à la cytologie à 1 an ou à 3 ans. Et puis, lorsqu'on a des anomalies glandulaires, là aussi, c'est le test HPV. Positif, c'est colposcopie avec curetage de l'endocole, surveillance habituelle. Donc, pour le dépistage par test viral, c'est dont j'ai parlé maintenant. Donc, c'est négatif, c'est contrôle tous les 3 ans. Donc, ce qui nous permet, le test viral, c'est de faire un frottis tous les 3 ans au lieu de tous les ans. Quoiqu'il y a dans d'autres papiers où c'est écrit tous les 5 ans lorsqu'on a un test viral positif, négatif, pardon. Lorsqu'il est positif, donc si le frottis est normal, donc il y a pas mal de choses. Il faut faire un génotypage, rechercher la charge virale, contrôle à 1 an. La protéine P16, bon, c'est une protéine qui a été largement débattue à un certain moment, surtout dans les années 2009-2010. En fait, la protéine P16, c'est ce qui nous permet de montrer est-ce que cette patiente va vraiment développer le cancer P16. Ça témoigne qu'il y a le risque du cancer invasif, alors que celles qui ne la surexpriment pas, ils ne développeront pas le cancer invasif. Donc, ça permet, en fait, c'est pour départager un peu les patientes celles qui vont faire le cancer invasif de celles qui ne le font pas. Maintenant, si c'est pathologique, bien sûr, faire une colposcopie et faire les biopsies adaptées. Oui, donc le dépistage maintenant, par exemple pour les régions éloignées au Maroc, elle a été adoptée en 2006-2007. Donc c'est le test à l'IVA qui peut remplacer en quelque sorte le frottis, surtout lorsqu'on est loin des laboratoires. Donc le frottis, donc c'est-à-dire le dépistage à l'IVA ou c'est-à-dire bon, à la visuelle, le test visuel à l'acide acétique. Donc en fait, il suffit d'avoir de l'acide acétique et du Lugol à côté. Et donc, on fait un examen à l'œil nu et on colorie notre col à l'acide acétique. Ça nous permet de détecter des lésions où on peut aller faire des biopsies directes. Maintenant, là, c'est le test à l'IVA, c'est beaucoup plus. Ça permet de démontrer déjà au moins le carcinome in situ, parce que bon, pour la coloration à l'IVA, déjà, c'est des cancers c'est des états déjà précancéreux. C'est pas le dépistage précoce, mais au moins les états précancéreux. Donc, comment se déroule l'activité de dépistage? Bien sûr, il faut que la femme soit consentante et informée. Donc, une inspection à l'œil nu sous éclairage adéquat du col, après mise bien sûr d'un spéculum et nettoyage soigneux, un badigeonnage du col à l'acide acétique à 5%, on inspecte après 1 minute, puis compléter l'examen par inspection et toucher vaginal. Et donc, bien sûr, on note ce qu'on a retrouvé et on fait des biopsies là où on doute le mieux. Donc, si le col ne change pas de couleur, généralement, c'est en cas d'ectropion, de métaplasie ou les œufs de Naboth. Donc, métaplasie, c'est juste une transformation, comment on le sait. Si c'est positif, bien sûr, le col il va présenter des zones blanchâtres distinctes, bien définies, larges, avec des marges régulières ou irrégulières. Et donc là, il faut aller biopsier à ce niveau-là. Donc, voilà, vous voyez un aspect alivéen. Donc, on retrouve un aspect alivéen ici. Oui. Pardon, vous m'excusez, il y a des... Voilà, pardon. Chut, excusez-moi.
Professeur, nous ne vous entendons plus. Oui. Donc voilà, donc ça par exemple, ça au Lugol, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons à présent. D'accord, donc voilà, ça c'est au Lugol par exemple. Et ce que on veut éviter, c'est d'arriver à ce stade-là où on a carrément du tumoral. Et donc, bon, le dépistage nous permet d'éviter ceci. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible. L'agent pathogène, bien sûr, c'est le papillomavirus, bon, pour la plupart. Le dépistage est idéal. Il permet de détecter les lésions précancéreuses, les cancers infracliniques. Donc, fort heureusement, il y a ce dépistage. Donc, comme on a dit, j'ai pas parlé ici de vaccination. Bon, le vaccin, là aussi, c'est très important d'en parler. Ça a permis d'éradiquer le cancer dans certains pays du monde. Et puis, mais le vaccin, par exemple, au Maroc, maintenant, on l'a indiqué chez les jeunes, gratuitement, chez les jeunes filles de 11 ans, donc gratuitement pour les filles de 11 ans, en attendant de l'étendre encore plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les vaccins bivalents et maintenant avec les tétravalents, maintenant avec le non-avalent. Donc, sauf que, bon, c'était cher au début, maintenant ça devient de moins en moins cher. Et il faut penser surtout à vacciner les garçons. C'est très important parce que pour éviter le cancer du col, il faut que les garçons également ne soient pas porteurs d'HPV. Et puis ça évite également les cancers anaux et les cancers justement du pénis chez le garçon aussi. Et par exemple, les pays qui ont indiqué le vaccin chez toutes, c'est-à-dire aussi bien chez les garçons que chez les filles, ils commencent déjà à avoir des résultats d'éradication. Ceci dit, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on vaccine, ça ne dispense pas de frottis. Même avec la vaccination, il faut continuer à faire des frottis. Donc voilà, et le dépistage de masse organisé, c'est important. Le dépistage occasionnel également, lorsqu'il est pratiqué bon, chez un praticien, dans son cabinet. Donc en fait, il faut associer les deux pour arriver à éradiquer ce fléau. Voilà, et merci. Je vous remercie, professeur, pour cette présentation remarquable, à la fois claire et d'une grande qualité pédagogique. Nous allons maintenant entrer dans la phase de questions-réponses qui se déroulera de la manière suivante. Les interventions se feront dans l'ordre des levées de main, mais avant de poser votre question ou de partager votre remarque, nous vous prions de bien vouloir vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Enfin, nous vous demanderons de baisser votre main une fois votre prise de parole terminée. Merci à chacune et à chacun de vous pour votre participation qui donnera toute sa valeur à ce webinaire. En entendant, nous avons eu une réaction dans la discussion de Dr Koulibaly qui disait que l'IVA est passé inaperçu. Je pense plutôt qu'il voudrait savoir la place de l'IVA dans le cancer du col de l'utérus, professeur. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Il demandait la place, La place de l'IVA, c'est ce que vous voulez dire. oui. Bon, l'IVA, justement, lorsqu'on a des centres d'anatomopathologie proches, c'est le frottis. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais maintenant, comme j'ai dit, il y a des régions éloignées où on n'a pas la possibilité d'avoir un laboratoire d'anatomopathologie proche. Donc, l'IVA, ça permet justement de se rapprocher de ces personnes-là. Il y a des médecins qui sont un peu dans des zones un peu enclavées, dans des zones lointaines. Donc, on a mis, par exemple, au Maroc, on a mis à disposition l'acide acétique dans des centres de santé un peu reculés. Et on peut justement, et c'est un examen à l'œil nu, donc qu'on fait, c'est un examen au spéculum. On a de l'acide acétique à côté. On visualise comme j'ai le col. D'ailleurs, je vais reprendre un peu l'image. Voilà. Donc, on visualise le col. En place, vous voyez, par exemple, là, c'est un col qui est un peu rougeâtre. Ça fait plutôt à ectropion. Et on met de l'acide acétique. En fait, c'est le même procédé de la colposcopie, sauf que la colposcopie, il faut avoir du matériel. La colposcopie, ça permet un agrandissement, comme j'ai dit, de 40 fois le col. Là, l'IVA, c'est juste à l'œil nu. Il n'y a pas d'agrandissement. Donc, on fait juste la coloration. Et, par exemple, ici, ça nous a coloré en blanc toute la zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide acétique, il colorie les protéines.
et que le virus HPV en général, c'est une matière protéique et donc ça entraîne une coloration de tout ce qui est protéique. Et donc là, lorsqu'on a une zone qui est par exemple plus blanche par rapport au reste de l'épithélium, donc il faut aller biopsier cette zone-là et ça nous permettra d'avoir la réponse pour est-ce qu'il y a lésion précancéreuse ou c'est tout simplement un ectropion ou est-ce qu'il y a vraiment de l'invasif. Parfois, on peut avoir, par exemple, pour les lésions les plus avancées, c'est comme pour la colposcopie d'ailleurs, vous aurez une zone blanche mais ulcérée avec des zones qui saignent. Et donc là, on est fortement en suspicion d'un cancer, au moins in situ ou invasif. Donc, ça permet, en fait, c'est surtout pour les zones, comme j'ai dit, reculées et surtout lorsqu'on n'a pas d'anapathe à côté. Donc, c'est plutôt que l'omnipraticien ou le gynéco face à la malade et il fait son test lui-même parce que la biopsie, bon, quand on est devant, ça permet, c'est-à-dire de ne pas frotter, de ne pas c'est-à-dire, ça permet plutôt de ne prendre que les patientes qui présentent des anomalies au niveau du col. Et donc là, on est obligé de solliciter l'anatomopathologiste. Ben, c'est un peu de regrouper les patientes qui présentent des problèmes au niveau de l'examen du col. Ok, je vous remercie, professeur, pour votre réponse. Je ne sais pas si docteur Koulibaly veut prendre la parole et nous dire s'il a eu satisfaction. Docteur Koulibaly, vous êtes là? Bon, en entendant la réaction de docteur Koulibaly, nous allons prendre la réaction de monsieur ou madame Kambote. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Bonjour madame, comment vous allez? Bonjour, Bonjour. monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Je remercie le professeur pour la présentation qui a été vraiment claire. Moi, c'est Dr Kambot. Je suis assistant chef de clinique aussi à Chikara, Togo. Enchantée, Alors, enchantée. professeur, merci professeur. Je voudrais avoir votre expérience et c'est par rapport au CIN 2 et 3. Par Mhm. exemple, chez nous, dans les pays à ressources limitées, où on a vraiment une grande partie de malades avec perte de vue, nous avons une tendance plus chirurgicale. Par exemple, les CN2, 3 il y a, il y a plus de désir d'enfant Oui. ou qui sont déjà ménopausés. Vraiment, nos patients sont difficiles à suivre dans le suivi. Donc, nous avons vraiment une tendance à aller plus à la chirurgie, à l'hystérectomie. Alors, quelle est votre expérience et si vous pouvez nous partager un peu, merci. Oui, eh ben non, pour le CIN2 et 3, justement, ça dépend déjà si elle a des enfants. Donc, si elle a des enfants, effectivement, donc on propose surtout la chirurgie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le risque de passer à côté d'un invasif. Et lorsqu'on propose la conisation pour le CIN2 et 3, c'est parce qu'on craint qu'il y ait un invasif à côté. Idéalement, c'est avant d'aller à l'hystérectomie, parce que le traitement de l'invasif, lorsqu'on est devant un invasif, bon, le traitement chirurgical, il diffère. C'est une chirurgie un peu plus élargie aux paramètres. C'est plutôt une colpohystérectomie, plus élargie plutôt à la tranche vaginale aussi, parce que là, souvent, il y a des inclusions HPV au niveau du vagin. Donc maintenant, idéalement, c'est d'aller faire un curetage de l'endocolle avant pour innocenter un endocolle associé. Et là, si on a vraiment que le CIN2 et 3, oui, l'hystérectomie aussi, d'ailleurs, c'est parmi les indications. Lorsqu'on a une CIN2, 3, que la patiente elle est désireuse et qu'elle a déjà des enfants, l'hystérectomie simple est une indication thérapeutique. Donc, on peut bien sûr la proposer. C'est juste quand parfois il y a des surprises où on tombe sur un invasif alors qu'on est allé initialement pour un CIN2 ou un CIN3. Mais l'hystérectomie simple chez une patiente avec ses enfants, c'est une indication à proposer également, avec la conisation bien sûr, qui est l'indication la plus fréquente. Ok, C'est bon? merci. Oui, je ne sais pas si docteur Kambot, vous avez eu satisfaction. Oui, justement, merci, merci professeur. Merci Merci, Monsieur pour Cambot. votre Merci, rapport. docteur. Hum. Ok, nous n'avons pas Moi, d'intervention. j'ai une question. Vous avez un taux de cancer du col assez important, comme chez nous, c'est ça? Et Ah oui,
Oui, et je me demande justement, et pour la radiothérapie, parce que parfois, bon, chez nous en tous les cas, il y a des fois, ça dépend des centres de radiothérapie, il y a des centres où il y a une réponse complète du cancer du col à la radiothérapie et où ça nous facilite, nous, complètement le geste chirurgical. Il y a d'autres centres, malheureusement, où on revient avec plutôt des brûlures, plutôt une fibrose importante et où le geste chirurgical est plus important. J'aimerais bien avoir votre expérience, vous aussi, comment ça se passe chez vous. Merci, professeur, pour votre partage. Euh, Moi, je suis au nord du pays. Mhm. Ce n'est pas simple. On a deux laboratoires publics dans Napat, un au nord et un au sud. Donc, du coup, bon, ça nous facilite pour le diagnostic. Ouais. Et nous avons eu à former les sages-femmes avec l'appui des anapathes sur le dépistage avec l'IVA, l'IVL. D'accord, parfait, Donc, nous parfait. sommes en train d'éteindre, le pays n'est pas grand, donc nous sommes en train d'étendre ça sur l'étendue du territoire. Donc, D'ac- particulièrement au CHU, Mhm. donc nous recevons tous les cas dépistés par les sages-femmes. Et malheureusement, je n'ai pas de colposcope, donc je fais l'IVA. Je refais l'IVA, l'IVL et je profite pour faire les biopsies. D'accord, Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour les cas de CN, de CN3, on essaie de discuter en RCP et on a une tendance plus chirurgicale. Bon, c'est vrai que les résultats post-thérapeutiques n'ont pas encore montré des cas invasifs, des micros invasifs dans les CN. d'accord, ok. Donc, merci pour votre partage. Maintenant, pour les cas invasifs, les cancers invasifs, et nous n'avons qu'un seul centre de radiothérapie à la capitale. Hmm. Donc, j'essaie de préparer les dossiers, je prépare tout, je convoque une réunion à RCP en ligne et on envoie les malades pour faire la radiochimiothérapie à Lomé. Parfait. Et le suivi se fait après la radiochimiothérapie, je fais le suivi. Mhm. Voilà un peu comment on est organisé. J'avoue que c'est pas simple. Ouais. Ce n'est pas du tout simple, oui. Donc, avec les ressources limitées, voilà ce qu'on arrive à faire. On a vraiment, depuis qu'on a démarré le dépistage avec l'appui des sages-femmes, on a vraiment des cas de cancer du col et du sein. Là, je suis en train de préparer un article que je pourrais publier et puis partager avec vous. Parfait. Ok, merci à vous, docteur, pour votre apport. Nous allons à Merci à vous. présent, merci. Nous allons à présent prendre l'intervention de Monsieur Nabot Nadilem Goto. Toutes mes excuses si je prononce mal votre nom. Vous avez la parole. Merci, professeur. Merci, madame, pour l'opportunité à accorder. Je suis Madjilem Goto Nabot. Et nous faisons dans Enchanté. la promotion de l'éducation sanitaire. Donc, à ce niveau, je prends l'opportunité de remercier aussi le professeur pour les interventions. Et là, vous allez plus sur l'aspect clinique, mais moi, je voulais m'attarder sur l'aspect préventif. De cet aspect, j'aimerais que professeur m'établisse un peu l'aspect préventif comme nous faisons dans le domaine de la prévention dans l'éducation. À quel niveau nous pouvons intervenir pour que cela puisse aider les cliniciens dans leur diagnostic. Merci. Oui, il y a un volet important justement, c'est c'est la prévention déjà et primaire. La prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter les infections sexuellement transmissibles ou de bien traiter les infections sexuellement transmissibles, de se protéger au cours des rapports, d'éviter le rapport multiple, d'éviter le tabagisme, de bien traiter son tabac. En fait, c'est hygiène, c'est moyens hygiéniques. Quoique, par exemple, pour le préservatif, malheureusement, il laisse passer l'HPV. Donc ça, il doit le connaître parce que tout simplement, l'HPV, sa taille il est beaucoup plus petite que le maillage de préservatif et malheureusement, ça ne protège pas complètement du passage de l'HPV. Mais il faut agir déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire éviter les rapports à risque et éviter et traiter tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Et bien sûr, il y a la prévention secondaire où on est justement devant la vaccination, ou plutôt vaccination, c'est toujours prévention primaire.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez intégré le vaccin, mais comme j'ai dit, chez nous, bon, il reste toujours à la demande de la patiente, sauf pour les jeunes filles de 11 ans. Et on essaie au Maroc maintenant de l'élargir encore plus pour toutes les jeunes filles. La vaccination maintenant, bon, avant on disait qu'il faut que le vaccin soit fait avant l'âge de 14 ans, puis on l'a élargi aux patientes, c'est-à-dire avant le premier rapport sexuel. Maintenant, même avec un premier rapport, le vaccin, il a toujours démontré, et bon, durant les 3 dernières années, il a démontré son intérêt, même chez les patientes qui ont déjà des rapports. Ça permet, selon les études, de réduire les cancers invasifs. Donc là, quant à la vaccination. Et bien sûr, le frottis, c'est important. Bon, c'est-à-dire le dépistage au frottis, c'est le frottis cervico-utérin. Comme j'ai dit, il faut insister sur la zone de jonction. Et donc, il faut apprendre à tous nos personnels. C'est un geste simple qui peut sauver des vies. C'est un geste simple. Malheureusement, le laboratoire, c'est-à-dire c'est le problème beaucoup plus de laboratoire d'anapat. Nous, au Fort au Maroc, bon, c'est-à-dire, bon, il y a maintenant plusieurs centres d'anapat, mais il y a toujours des zones reculées qui sont un peu lointains où on propose l'IVA. Donc, c'est important d'aller examiner au moins l'examen du col. Donc, indépendamment du frottis, il faut examiner les patientes. Toute patiente jeune en période d'activité génitale, l'examen du col au moins une fois par an s'impose. D'ailleurs, il fut un temps où on se retrouvait avec des cancers des cols avancés et la patiente te dit, j'ai fait, je vois des médecins de temps à autre, mais on m'a jamais examiné le col. Donc, c'est très, très important de toujours, au moins une fois par an, examiner le col de la patiente, même si on se retrouve devant un cancer invasif, au moins on le rattrape à un stade précoce par rapport aux cancers qui sont déjà évolués vers la paroi pelvienne ou vers la vessie ou le rectum. Donc, au moins cet examen du col pour détecter au moins les tumeurs inférieures à 4 cm. Donc ça, c'est important. C'est tout médecin ou tout omnipraticien ou les sages-femmes aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, pour le dépistage de masse pour l'IVA, on l'indique même chez les patientes au-delà de 8 semaines de grossesse. C'est-à-dire, il fut un temps aussi où on ramenait les femmes enceintes, parce que toute patiente, bon, ou plutôt la plupart des patientes, sauf celles qui présentent des cas infertiles, donc elles tomberont enceintes et on profitait de cette période de la vie où la femme est enceinte pour faire des frottis, pour ne pas les perdre de vue. Donc, la prévention passe essentiellement par l'examen du col, que ce soit un examen à l'œil nu, que ce soit à l'IVA, que ce soit le frottis, mais il faut examiner une fois par an nos patientes. Ça évitera au moins d'aller vers les cancers très, très évolués où même la radiochimiothérapie, où le traitement devient lourd et de moins en moins efficace. Voilà, bon, c'est ma réponse. Merci, professeur, pour votre réponse. Je ne sais pas si vous avez eu satisfaction, monsieur. Oui, c'est satisfait. Merci. Merci Ok, pour. Merci, euh, monsieur. docteur Cambot veut intervenir à nouveau, je pense. Vous avez la parole, docteur Cambot. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai une question à notre maître. S'il vous plaît, cher maître, c'est pour m'informer hein, par rapport à la prise en charge de la radiochimiothérapie au Maroc. Alors, Mhm. est-ce que c'est gratuit ou bien c'est à la charge des patients? Bon, pour ce qui concerne le Togo, c'est à Mhm. 100% à la charge du patient hein, parce que il n'y a pas encore D'accord. une prise en charge des assurances. Donc, du coup, Ouais. c'est une grande difficulté pour nous, hein, pour la prise en charge pour les cas invasifs. Il faut au moins environ 4 à 5 000 euros par rapport Mhm. aux conditions de vie. Ouais. Ce n'est pas simple. Donc, du coup, on se retrouve avec des patients qui n'arrivent pas à se faire soigner, qui arrivent au stade invasif où Mhm. il faut aller à la Bon, radiochimiothérapie. Il n'y a pas les moyens. Donc, quelle est l'expérience au Maroc? Merci d'accord. beaucoup. Bon, au Maroc, il y a le système public où tout est pris en charge, c'est-à-dire c'est gratuit. Et puis, il y a la généralisation actuelle de l'assurance à toute la population marocaine. Donc, on essaie de généraliser pratiquement à 100%. Et donc, la prise en charge est essentiellement des cancers. Donc, on est pratiquement à 95-100%. C'est-à-dire par les assurances.
par rapport, par exemple, aux autres pathologies où ça varie entre 70 et 90%. Donc, en matière de cancer, essentiellement, donc là, comme j'ai dit, il y a une généralisation de l'assurance maintenant qui est en train de s'opérer à toute la population. Et oui, c'est pris en charge à pratiquement minimum 95%. 95%. Maintenant, il y a le système privé à côté qui reste payant. Donc, mais pour les patientes qui ont c'est-à-dire même dans le système privé, je veux dire, les assurances, ils permettent de prendre en charge la radiothérapie et la chimiothérapie. Ok, merci, Super. Le coût, professeur. il est pareil lorsque c'est privé, mais le coût, il est pareil à peu près. Voilà. Pour, Ok. mais généralement, c'est pris en charge, oui, pour en ce qui concerne les cancers. Ok, docteur, je pense que vous avez eu satisfaction, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Ok, Merci. merci. À vous. Nous avons une intervention dans la discussion de docteur Malène qui aimerait savoir la différence par rapport à la sensibilité entre le frottis et la méthode visuelle IVA ou IVN. Oui? Oui, elle voudrait savoir la différence par rapport à la sensibilité entre le Ah, frottis et la méthode visuelle ah, la IVA ou différence entre la sensibilité. Bon, si on a de laboratoire d'anatomopathologie, il faut faire le frottis. Donc, c'est-à-dire, c'est l'indication. Bon, c'est le frottis cervico-utérin. Bon, ben, c'est élargi à toutes les patientes. Maintenant, pour l'IVA, comme j'ai dit, c'est lorsqu'on n'a pas de laboratoire à côté et qu'on a, je sais pas moi, bon, une zone enclavée où on a par exemple une centaine de patientes. Bon, c'est juste pour choisir en fait les patientes qui sont à risque de développer un cancer. Donc, on fait le test IVA à toutes les patientes, mais on va faire les biopsies que chez les patientes qui nous gênent. Et là, on va chercher bien sûr un laboratoire d'anapathe parce que lorsqu'on a déjà une lésion installée qui est visible à l'acide acétique, donc on est obligé dans ce cas de chercher le laboratoire d'anapathe ou au moins d'envoyer la patiente vers l'anapathe. Mais si on est proche d'un centre de frottis ou si par exemple les patientes se le permettent, parce que maintenant tous les laboratoires de frottis sont payants, donc là, si c'est-à-dire les patientes se le permettent, c'est le frottis qui passe en premier, ça c'est sûr. Donc l'IVA, c'est surtout pour ces questions beaucoup plus de moyens, aussi bien biologiques que de coûts financiers. Bon, je ne sais pas combien ça coûte chez nous, chez vous, mais chez nous, c'est l'équivalent de 30 euros. Donc, pas malheureusement, toutes les patientes peuvent se le permettre. Et donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a des patientes, beaucoup de patientes, et que l'IVA, ça coûte 0 dirham, donc on fait l'IVA. Et ce ne sont que les patientes qui nécessitent une prise en charge par la suite, chez qui on demande justement un laboratoire anapath pour analyser les biopsies faites. Mais en fait, c'est pas question de différence entre les deux, c'est juste par rapport au coût et aux bénéfices, moyens bénéfices. Ok, merci professeur pour votre éclaircissement. Euh, ok. Nous avons monsieur, madame Gédédi qui demande, ça veut dire, madame, que le FCV est plus efficace que les autres méthodes? Ok. Je pense plutôt que elle voudrait savoir si le FCV est plus efficace que les autres méthodes, professeur. Euh, le Mais frottis, oui, comme méthode initiale, oui, parce que quand vous prélevez, surtout maintenant le frottis, c'est le frottis en phase liquide, c'est-à-dire le frottis maintenant qu'on fait, c'est pas le frottis habituel, c'est pas le frottis qu'on faisait c'est pas le frottis avec les lames et lamelles, donc c'est le frottis en phase liquide. Ça nous permet parfois de revenir sur le frottis parce que vous avez des cellules au niveau du liquide et ça permet également de faire le dépistage HPV aussi. Donc ça permet de faire le typage HPV sur le frottis. Il est plus efficace bien sûr que l'IVA. Bon, l'IVA, ce n'est qu'un moyen, c'est-à-dire de visualisation. C'est plus visualisation. Et lorsque vous avez besoin de l'anapathe, vous faites une biopsie. Mais le frottis, c'est plutôt une cytologie. Donc, c'est un prélèvement cytologique chez toute patiente. Donc, lorsqu'on a juste le visuel, il y a le subjectif qui agit aussi. Donc, on est face à la subjectivité
subjectivité. Par exemple, moi, je peux voir une IVA qui me paraît normale et il y a un autre confrère ou une autre consoeur chez laquelle, bon, l'IVA, par exemple, ça va la déranger. Donc, il y a un petit degré de subjectivité. Alors que le frottis, non, on est face à des cellules, c'est une cytologie, c'est une analyse au microscope et ça nous permet vraiment de visualiser est-ce qu'il y a des cellules atypiques, est-ce qu'il y a des cellules hautement suspectes, est-ce qu'il y a des cellules malignes. Donc, non, là, bien sûr que le frottis, il passe avant. Ça, c'est sûr et certain lorsqu'on a les moyens de le faire. C'est Ok, bon? d'accord, professeur. Il n'y a plus. Elle demande si, à propos du curettage biopsique, non, De je comprends pas. l'endocolle. Oui, Curetage oui, biopsique de l'endocolle, oui. oui. À quel moment cela se fait? Lorsqu'on a des patientes qui, par exemple, on a des saignements post-coïtaux, ils rapportent à chaque fois des saignements ou des leucorrhées d'ailleurs, et lorsqu'on examine, on se retrouve avec un col ou lorsqu'on fait un frottis, revient normal. Et on est vraiment gêné. La patiente, elle vous revient souvent avec des saignements ou parfois lorsqu'on fait un toucher vaginal, on se retrouve avec un col embarré, un col augmenté de taille. Donc là, on fait un curetage. D'ailleurs, ça m'est arrivé bon, cette année une ou deux fois où effectivement j'ai une patiente chez laquelle j'ai fait même une colposcopie, aller-retour à chaque fois. Et puis une fois, je me suis dit non, tiens, il faut faire un curetage de l'endocolle, pas loin que, même pas 2 ou 3 mois, les 3 derniers mois. Et là, quand je fais un curetage, je me retrouve avec un in situ endocolle. Donc voilà, il faut, surtout quand la symptomatologie persiste. Vous faites tout, vous avez des saignements qui persistent et vous n'avez pas une explication. Ok, Donc c'est là qu'il faut faire le curetage, oui. ok, d'accord. Merci, professeur. Je pense que nous n'avons plus de main levée dans le chat, oui, dans le webinaire, ni de questions. Je tiens à vous renouveler mes plus sincères remerciements, professeur, pour la richesse de votre intervention et la clarté de vos explications. J'en profite pour rappeler brièvement la procédure à suivre pour l'obtention de l'attestation. Pour obtenir votre attestation du webinaire de ce jour, il vous suffira de vous connecter à la plateforme Prema Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour, qui est le cancer du col de l'utérus, dans la barre de recherche. Vous bénéficierez de l'enregistrement de la formation et pourrez répondre à un questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous serez ainsi en mesure de télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous restons disponibles pour toute préoccupation au numéro suivant. Plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Professeur, permettez-moi de vous poser une dernière question. Selon vous, quel est le point essentiel à retenir de cette présentation? Je suis avec vous. Oui, donc le point essentiel, c'est surtout la prévention primaire, comme j'ai dit. Donc, insister sur la prévention. Tout omnipraticien, toute sage-femme, tout personnel de la santé, à chaque fois qu'il voit une patiente ou une personne, il faut insister sur les moyens de prévention. Donc, on est en face justement de jeunes femmes généralement qui consultent. Donc, insister sur le port de préservatif. Bon, comme j'ai dit, il ne protège pas contre l'HPV, mais il protège contre les infections sexuellement transmissibles. Insister sur la pilule. Donc, et puis, bon, la vaccination, on aimerait bien que ce soit un peu généralisé. Et c'est surtout l'examen du col, comme j'ai dit tout à l'heure, donc examiner toutes nos patientes. Parce que le cancer du col, malheureusement, il fait ravage dans nos pays. Et à chaque fois qu'on peut éviter au moins les cancers hautement invasifs, on gagnerait des vies et on gagnerait en matière de personnes jeunes et de personnes en activité, en période d'activité. Donc voilà, donc le plus important, comme j'ai dit, le dépistage, surtout que le dépistage, il a donné ses fruits. Le dépistage évite le cancer du col. Il permet carrément d'éradiquer le cancer du col. Il n'éradique pas les lésions précancéreuses, parce que les lésions précancéreuses, c'est une évolution du virus. On a tous, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être en contact du virus, mais c'est
le fait de traiter les lésions à leur stade précoce, c'est ce qui permettrait de sauver des vies. Voilà, Oh c'est-à-dire ben, c'est le conseil que je peux donner ou c'est ma vision des choses. ok, merci, professeur. Recevons encore une fois notre gratitude pour cette précieuse contribution. Je Merci à souhaite vous. également, ok, je souhaite également remercier chacun et chacune d'entre vous, chers collègues, pour votre présence active et la qualité de vos interventions. C'est avec plaisir que je vous annonce notre prochain webinaire qui se tiendra le samedi 4 octobre 2025 à 9h GMT et qui portera sur le thème anévrisme et malformation vasculaire cérébrale. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes votre bien le plus précieux. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci. Merci tout le monde. Merci surtout à vos professeurs. Merci, professeur, cher maître, et bonne journée. Bonne Merci, journée. merci. Bonne journée, excellente journée. Merci.